Bonjour, donc je suis Claire Sourpe, enseignante, maître de conférence à l'université Rennes 2. J'enseigne la littérature hispano-américaine et je suis en poste depuis septembre 2008. Donc j'ai mené une thèse qui s'intitulait «Le texte à l'épreuve de la violence, l'autorité de l'écrivain Mario Vargas Llosa 1973-2000». Sous la direction de Modesta Suarez à l'université, donc à l'époque Université Toulouse-Le Mirail, devenue depuis Université Jean Jaurès, et j'ai soutenu en novembre 2007. Alors, votre thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou vous avez des choses plus singulières à nous raconter? Non, rien de très singulier. J'en ai peur. Donc, après le bac, j'ai suivi un cursus en classe préparatoire, Hippocagne-Cagne. À l'issue de la Cagne, donc plus traditionnelle, donc de la licence 3. Donc, tout ça à l'université de Toulouse. Ensuite, j'ai fait un DEA. J'ai longtemps hésité à savoir si je passais le concours directement du CAPES ou si je continuais sur de la recherche. Et puis, en discutant avec les enseignants que j'avais à ce moment-là, et Carla Fernandez en particulier, l'orientation a été recherche. Donc, elle a accepté de me suivre pour une maîtrise sur laquelle j'ai déjà travaillé sur Vargas Llosa. Le choix a été fait, définitif à ce moment-là. Et donc, j'ai travaillé sur la Tia Julia el Escribidor. La même année, j'ai passé le CAPES que j'ai eu. Donc, du coup, j'ai obtenu un report de stage pour préparer l'agrégation. Et ensuite, une fois que j'étais titulaire de l'agrégation, j'ai fait un DEA à ce moment-là, sur ma première année de poste. J'étais Prague à l'université donc, de Poitiers. Et donc, j'ai fait à ce moment-là un DEA, toujours sur Vargas Llosa, sur roman policier, roman social, donc Yamato Palomino Molero. Donc, c'est malgré tout un parcours relativement traditionnel. J'ai coché les différentes cases de ce parcours-là. Alors, une première curiosité, d'où vous vient cette passion dévorante pour Vargas Llosa? Ah ben, alors, la faute en incombe à un de mes enseignants du secondaire, parce qu'il nous avait donné je crois que c'était en première, une liste d'ouvrages à lire qu'on trouverait au CDI de mon lycée. Moi, j'étais dans une petite ville, donc du coup, c'est vrai que l'accès à la littérature en langue étrangère n'était pas forcément très, très facile. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à lire à ce moment-là et à entrer dans la connaissance de la littérature espagnole et hispano-américaine par cet enseignant. Et en fait, ma première rencontre avec Vargas Llosa s'est faite. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'entrer dans son œuvre, mais c'était Lituma Los Andes. Et j'ai été assez fascinée par quelque chose dont je ne prenais pas la mesure à ce moment-là, bien évidemment, puisque ma connaissance du Pérou ne me permettait pas de le faire, mais qui m'a semblé à la fois bouleversant et révoltant dans le rapport à l'autre. Et c'est vrai que du coup, lorsque j'ai voulu travailler ensuite en maîtrise, j'aurais aimé travailler sur l'altérité dans l'œuvre, sur cette question de rapport à l'autre. Mais après avoir posé un certain nombre de choses avec Carla Fernandez, elle a pensé que c'était plus formateur pour moi de travailler sur des questions narratologiques. Et donc, j'ai travaillé sur les masques de l'écrivain et les stratégies d'écriture dans la Tia Julia. Et c'est vrai qu'en termes de formation, ça a été beaucoup plus et aussi dans la perspective des concours par la suite, ça a été finalement beaucoup plus marquant que des questions qui m'intéressent et sur lesquelles je travaille de fait, mais qui sont pluridisciplinaires et qui du coup
effectivement, arrive plus tard finalement dans une formation et de façon assez logique, en fait. Alors, comme moi aussi, je trouve l'Ituma et le Sandes très, très intéressant. J'ai une petite question justement autour de ce sujet qui vous intéresse, de l'altérité. Bon, c'est un roman qui date de 92, on voit bien, il est encore sur la déception de son échec à l'élection présidentielle, et vous n'avez pas l'impression que l'altérité se fait tout de même au détriment des gens des Andes et au Ah, bénéfice des gens complètement. de la côte, et pour justifier un peu sa défaite, c'est-à-dire comment le grand Vargas Llosa que je suis pouvait gagner dans un pays où il y a des gens aussi retardés, aussi violents, et puis presque génétiquement, parce que c'est la montagne qui accouche de ces monstres. Donc, comment aujourd'hui, justement, maintenant vous n'êtes plus la petite jeune femme qui allait au CDI chercher un livre un peu au hasard de découverture. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous en faites comme lecture de ce roman qui vous a plu au départ? Alors, je continue à travailler dessus parce qu'il m'intéresse et en particulier, j'ai un séminaire de Master 2 sur genre et mémoire en Amérique latine. Et donc, on travaille sur le conflit péruvien. Et en fait, c'est le point de départ de la réflexion parce qu'effectivement, tous les stéréotypes qui sont véhiculés par le texte, à la fois sur les personnes et sur l'espace andin, sont particulièrement intéressants dans le contexte du conflit interne armé au Pérou. Donc, ça permet aussi d'avoir cette vision et de confronter les points de vue avec d'autres approches qui vont être nettement moins stéréotypées. Parce que c'est vrai que la première, enfin, l'incipit du roman est particulière, enfin, certainement le plus le plus abject d'une certaine façon, où en fait c'est une vieille femme édentée qui vient signaler la disparition donc, au poste des gardes civils. Et donc il y a vraiment une description de la langue quechua qui du coup va dégouliner par les commissures des lèvres, la bave, etc. Donc il y a vraiment un rapport déjà planté dès le départ, un rapport à cette altérité qui en plus fait écho, mais ça aussi je l'ai découvert par la suite, à un texte, puisque Vargas Llosa a été président de la commission d'enquête après le massacre des journalistes en 1983, Uturacay. Et en fait, dans Contre vent et marée, donc, est un ouvrage de mémoire de Vargas Llosa, et il consigne tout ce qu'il a écrit et tout ce qui est relatif à Uturacay. Et la section s'appelle Sangre y mugre en Uturacay. Donc déjà, le titre de la section est quand même particulièrement représentatif du point de vue, surtout que ça vient après un premier chapitre où c'est son expérience madrilène. Et donc, il se pose, lui, un bárbaro entre civilizados, et la seconde section, c'est Sangre y mugre. Donc, malgré tout, le passage de l'un à l'autre est quand même intéressant, mais il y a une description d'une vieille femme dans ce texte pour lequel il dit « Je me demandais si elle nous exorcisait avec des rites d'un autre temps ». Et donc, effectivement, ensuite, quand on lit l'Ituma Los Andes, bien évidemment, on le lit aussi d'une autre façon, en résonance avec les textes de mémoire consignés par l'auteur. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé de faire de la critique géographique, donc on a le droit de prendre des distances à l'égard de son auteur. Oui. Moi, pour ce qui est de García Márquez, ses relations avec Cuba et la révolution cubaine, je sais qu'il y a des choses à dire. Alors, on voit bien donc le lien à la fois l'auteur et puis la perspective adoptée entre vos mémoires de maîtrise et de DEA et la thèse, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu plus détaillée comment vous en êtes venu à poser ce titre et avoir envie de réfléchir dans ce sens-là? Alors, travailler sur la violence, finalement, était une évidence parce que l'histoire du Pérou et parce que l'œuvre de Vargas Llosa est marquée, porte vraiment les stigmates de cette violence. Donc, il y avait quelque chose d'assez logique là-dedans. Travailler sur la violence dans l'œuvre de Vargas Llosa n'était pas quelque chose de tout à fait innovant.
dans la mesure où Catherine Eman, qui par ailleurs était à mon jury de thèse, a elle aussi travaillé pour sa thèse sur la violence, mais sur les œuvres antérieures. Et du coup, ce qui me semblait intéressant, c'était de travailler sur le post-boom pour voir justement quelles pouvaient être les incidences et les influences de cette réorganisation de l'écriture et de ce nouveau parti pris littéraire dans l'œuvre de Vargas Llosa. Donc ça a été finalement le point de départ. Et puis travailler sur l'autorité était aussi le deuxième pilier, puisque dans le titre, il y a les deux. Alors, réussir à articuler les deux n'était pas toujours très facile, hein, mais finalement, ça s'est assez bien résolu en dernière instance, puisque du coup, l'autorité pouvait fonctionner dans les deux sens, à la fois autoritarisme, et donc du coup, thématiquement, on était sur des questions de violence, mais l'autorité en termes d'écrivain aussi, et comment un écrivain qui fait autorité arrive-t-il, en fin de compte, à transgresser un genre littéraire qui va être le roman, et pour offrir une esthétique différente. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui m'intéressait dans l'œuvre de Vargas Llosa, parce que j'avais envie de décortiquer le texte, de le disséquer pour comprendre comment l'un et l'autre allaient de pair dans ses romans. Alors ça, c'est ce que vous cherchiez, c'était votre mission. Et à l'arrivée, quelle est votre conclusion? Quelle est en somme la thèse de votre thèse? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré? J'ai essayé de m'attacher au fait qu'il y a une contradiction euh, assez, assez importante, parce que la violence, si on la pense par rapport à ses résultats, elle est dislocation, anéantissement, disparition, indicible. Enfin, elle nous mène vers une disparition, une dissolution du texte aussi. Et donc, du coup, finalement, j'ai essayé de démontrer qu'il y a une véritable esthétique de la violence, que la violence, elle n'est pas uniquement mise en mots. Et lorsqu'elle l'est, en fait, le corps même du texte va lui aussi être porteur. Donc, il va y avoir un jeu de reflets, parfois même des échos, entre une thématique et une esthétique de la violence. Et donc, c'est vraiment ça qui a animé les trop nombreuses pages, au dire de ma directrice de thèse, du volume. Mais c'était vraiment comment est-ce qu'à partir de quelque chose qui vient fonder l'abject, on arrive à sublimer et à avoir un texte finalement qui devient lui aussi, qui devient œuvre d'art au même titre que toute autre thématique. Et ça, je trouvais ça assez fascinant en fait. Et alors avec un auteur comme Vargas Llosa, on sait bien qu'il y a l'auteur, il y a la personne, il y a le personnage public, et que c'est difficile de faire des frontières étanches entre ces trois instances, que en particulier le personnage public, et à mon avis, en termes d'autorité de l'auteur, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc je voudrais savoir quelle place vous avez fait dans votre thèse, si vous l'avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous avez fait à l'épitexte, c'est-à-dire tout ce qui est interview, peut-être la correspondance ou les textes théoriques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Oui, alors je l'ai pris en compte en essayant toujours de garder à distance cet élément-là, dans la mesure où je travaille sur une œuvre qui est celle d'un auteur, mais ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Sachant que, bien évidemment, vu que mon corpus commençait en 73 et s'achevait avec la Fiesta El Chivo en 2000, et donc une période particulièrement marquée par l'histoire politique et l'histoire de la violence au Pérou, et par son engagement aussi
vous parliez de Garcia Marquez et de la proximité avec la révolution cubaine. Donc, nous, ça a été le passage de l'un à l'autre. Donc, du coup, forcément, je ne pouvais pas passer sous silence cet aspect-là. Donc, la première partie de ma thèse, qui en comportait 4, était une partie de contextualisation théorique, à la fois sur les questions donc, de violence à la lumière des sciences humaines et sociales, mais également l'histoire politique du Pérou. Et donc, du coup, en dernière partie de cette première partie, j'ai essayé de travailler sur la plume de Vargas Llosa et comment, justement, finalement, son expérience personnelle a également marqué d'une façon ou d'une autre son œuvre, puisque donc, on a parlé de Lituma Los Andes, mais c'est le cas pour d'autres romans. Historia de Maita en particulier, où on a déjà, Historia de Maita, c'est 84, on est sur les conséquences directes de l'implication de Vargas Llosa dans la commission d'enquête, puisque pour la première fois, on a un texte qui va s'écrire sous cette forme-là de la quête et de l'enquête. Donc, du coup, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui permettent de poser des jalons par rapport, entre l'auteur et le texte. Une petite curiosité personnelle, aujourd'hui, quel est celui des romans de Vargas Llosa qui vous plaît toujours le plus, que vous relisez spontanément? Ça peut être pour des mauvaises raisons. Hein. Oui. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Voyons, je suis incorrigible, je continue après des années de vie commune avec Vargas Llosa à avoir toujours ce plaisir à relire. Pour différentes raisons, il y a La Fiesta del Chivo, parce que effectivement, pour moi, c'est un monument. Là, dernièrement, je cherchais des citations pour tout à fait autre chose, et je me suis replongée dans La Guerra del Fin del Mundo, et je me suis dit, non, il faut relire La Guerra del Fin del Mundo, et finalement, le roman historique a vraiment une place dans l'œuvre. Et puis après, de façon beaucoup plus légère, j'aime beaucoup La Tía Julia el Escribidor, parce que j'aime beaucoup les radiothéâtres de Camacho. Et donc, du coup, c'est vrai que autant la partie Varguita, c'est la partie plus autobiographique, je peux la laisser de côté et ne lire que les chapitres impairs parce que il y a toujours une forme d'intérêt pour cette littérature populaire qui est donnée à lire dans les chapitres de la Tilla. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux lecteurs grincheux qui disent « Mais comment est-ce que tu peux travailler sur cette espèce de vieux bonhomme réactionnaire, etc. » Alors, comment vous faites? Je pense que déjà, je le sépare complètement de son œuvre. Je pense qu'effectivement, il y a toutes sortes d'auteurs sont décriés pour leur position. Et je respecte ça en tant que lectrice, hein, qu'on puisse bien évidemment avoir des jugements négatifs sur des auteurs qui font polémique. Néanmoins, l'œuvre n'en reste pas moins intéressante, prodigieuse, par le souffle qu'elle apporte, hein, et par le déploiement de l'écriture. Donc, du coup, oui, je continue. Le dernier ouvrage sur lequel j'ai travaillé, c'est Cinco Esquinas. Et effectivement, Cinco Esquinas, il fallait trouver quand même de quoi écrire sur Cinco Esquinas, parce que ce n'est pas forcément le meilleur des romans. Bon, il y en a avant qui sont certainement moins réussis.
Mais malgré tout, et pourtant, si on le pense uniquement en tant que construction, système d'écriture, etc., on voit qu'il y a vraiment une cohérence dans l'œuvre de Vargas Llosa. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un article sur Cinco Esquinas, parce que au-delà de la qualité littéraire, je trouvais intéressant de continuer à réfléchir sur cette question d'autorité et de voir que il y a des choses qui ne fonctionnent plus, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent toujours. Et par ailleurs, Tiempos Recios, donc là c'est le tout dernier, je me creuse la cervelle, je devais aller au Cap-Vert pour travailler avec grand plaisir, double plaisir sur Tiempos Recios, et donc ce sera remis normalement. Mais je pense que oui, je ferai un travail là-dessus parce que justement, on retrouve dans ce roman Trujillo, John Niabes, et donc il y a un certain nombre d'éléments qui constituaient le plaisir de la lecture dans la Fiesta del Chivo et qu'on retrouve en plus, alors avec en plus l'histoire du Guatemala. Et donc, là encore, il y a un certain nombre d'échos entre le côté chercheur et le côté enseignant, puisque donc, je travaille sur la Llorona cette année pour le CAPES. Donc forcément, il y a des choses où on se rend compte que finalement, ça fonctionne plutôt bien et ça crée un tout et une cohérence qui fait qu'on ne peut pas passer à côté. Bon, voilà une chercheuse qui ne renie pas ses premiers amours, alors c'est très bien. Non. Il y en a beaucoup qui prennent des distances à l'égard de leur auteur. Alors, mis à part votre directrice de thèse, dont vous pouvez, sur laquelle vous pouvez nous dire 2-3 mots si vous voulez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle ou qui ont tenu une place importante dans la réalisation de cette thèse et dont vous voudriez parler aujourd'hui? Oui, alors, bien évidemment, avant tout, Modesta, puisque elle a su créer autour de nous, parce qu'en fait, on était trois doctorantes à travailler en même temps avec elle, et nous avons soutenu chacune à 15 jours d'intervalle. Donc forcément, il y a eu toute une histoire entre nous, autour de Modesta, mais au-delà. Et donc, on était sur des espaces tout à fait différents. Delphine Grues travaille sur le Chili, et Nathalie Galland sur les discours du subcomandante Marcos. Mais c'est vrai qu'on a eu la joie de se rencontrer chez Modesta et d'avoir des sobremesas qui duraient assez longtemps et dans lesquelles on a pu échanger, confronter des idées. Après, on se voyait aussi entre nous. Et c'est vrai que, et en particulier avec Nathalie, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est noué là, parce qu'on connaissait les mêmes affres en même temps. Et que du coup, il était important pour nous de savoir que même si on était totalement dépassés par ce qui nous arrivait, par la rédaction, par cette incapacité parfois à exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer, etc., on avait quelqu'un qui pouvait comprendre ça mieux que quiconque. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était particulièrement important dans ces 4 ans de thèse, de savoir qu'on était finalement en réseau et qu'on pouvait compter les unes sur les autres. Alors, ça passait par des discussions théoriques, ou sur notre corpus, et effectivement, le fait d'avoir un point de vue tout à fait différent et tout à fait innocent était important et intéressant. Et puis après, c'était aussi des coups de main beaucoup plus pratiques quand l'une avait perdu sa bibliographie, l'autre ne savait pas faire le sommaire, etc., etc. Où oui, on était là les unes pour les autres. Donc ça a été vraiment de belles rencontres.
et des moments très, très forts et que je garde, enfin, vraiment pour lesquels j'ai un souvenir très ému même. Et ensuite, c'était ma mère. Ma maman était prof de français. Et donc, du coup, elle avait l'œil assassin du censeur qui va traquer la faute. Et donc, du coup, voilà, c'est à elle que je dois la relecture de la thèse, euh, les, les coquilles corrigées. Elle s'arrachait les cheveux parce qu'elle avait tout corrigé une première fois et que j'ai eu la mauvaise idée de partir. Donc, c'était la semaine avant la remise du manuscrit à Reims. Marie-Madeleine Gladieux avait organisé un colloque autour de l'œuvre de Vargas Llosa. Vargas Llosa était là, donc je ne pouvais pas ne pas y être. Et je suis partie j'avais pas d'ordinateur portable à l'époque, avec un ordinateur prêté par l'institution pour laquelle je travaillais, et c'était des ordinateurs pré-étudiants. Et donc, je me dis, je vais reprendre la mise en page, etc., etc. Je vois tout ça. Et en fait, moi, ingénument, bêtement, je me suis mordu les doigts vraiment très longtemps après. Je vois accepter les modifications et je fais oui sans savoir sur quoi je clique. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois que mon manuscrit a été parti à la repro, que j'avais validé toutes les modifications orthographiques et grammaticales, sans relecture en fait, celles que propose l'ordinateur. Donc du coup, j'ai remis ma mère à contribution pour que toutes les deux on reprenne. Donc le manuscrit qui avait été, en plus Modesta m'avait dit non mais il faut que tu fasses imprimer au moins 15 volumes. Donc j'ai fait imprimer 15 volumes les bibliothèques, etc. Et donc, effectivement, ensuite, il a fallu faire les corrections sur 500 pages et quelques de thèse. Donc, autant vous dire que les derniers jours avant soutenance étaient sous pression et un peu tendus. Mais ma mère a quand même été là jusqu'au bout. Oui, elle mérite d'être remerciée oui. tout ce temps après, c'est vrai. Oui. Vrai. Bon, alors maintenant, on en vient à la question des difficultés que vous avez déjà en partie abordées. Donc, ne pas cliquer n'importe où sur son ordinateur. Se trouver un club des 3 drôles de dames pour aller pleurer et se faire sa bibliographie. Bon, est-ce que vous en voyez d'autres que vous avez rencontrés, peut-être liés à votre sujet de manière plus précise? Et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les résoudre, ou alors vous vous êtes résigné à ne pas pouvoir les résoudre? Alors non, je ne me suis pas résignée. J'ai cru que j'allais devoir le faire, mais je ne me suis pas résignée. Les questions matérielles, finalement, c'est ce qui a le moins d'importance. Donc, on en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Ce que j'ai trouvé extrêmement déstabilisant, mais ça, je m'en suis rendu compte finalement assez longtemps après, vraiment dans la phase de rédaction. Puisque j'avais quand même été formatée par la formation que j'avais suivie. Donc, du coup, pas vraiment de difficulté ni à problématiser, ni à organiser les parties, etc. L'analyse, ça, c'était vraiment le morceau de choix dans la thèse. Donc sur ça, il n'y avait pas vraiment pas de difficulté majeure. Il y en avait, mais pas majeure. Par contre, ce qui a été extrêmement déconcertant, c'était au moment de la rédaction. Je n'avais jamais rédigé quelque chose d'aussi important. Et me rendre compte à un moment, la fatigue aidant, j'étais Prague quand j'ai fait ma thèse. J'avais un service assez lourd puisque j'étais seule en LEA. J'étais sur un centre universitaire qui dépendait de Toulouse-Le Mirail. Et donc, du coup, j'avais 20 heures de cours par semaine. Donc, du coup, il fallait trouver le temps pour consacrer à la thèse. Et donc, ce qui était difficile, c'était de laisser en suspens
un certain temps pour pouvoir s'y remettre. Mais j'ai eu la chance d'avoir un semestre sabbatique, et donc là, c'est le dernier semestre avant remise. Et donc là, j'ai travaillé que sur ça. Je m'étais fait un calendrier, telle partie, j'y consacre de temps à temps. Enfin, j'avais un rétro-planning, tout était sur le papier, tout était nickel. Dans la réalité, ça a été un peu plus difficile, mais l'un dans l'autre, j'ai tenu les délais. Euh, Sauf que je ne m'imaginais pas que j'allais avoir une espèce de bug de système et que mon cerveau refuserait d'obtempérer. Et que, voilà, et ça a été vraiment la plus grande difficulté. Cette impression qu'on arrive aux limites de son esprit, aux limites de ce qu'on est capable de faire, et que finalement, on n'arrivera jamais à dépasser ça, et que du coup, on n'arrivera jamais à donner ce qu'on avait imaginé pouvoir donner. Et donc là, il y a vraiment de la frustration, du désespoir aussi, cette impression que on est, je ne sais pas, borné, limité. Et ça a été difficile. Et puis finalement, ça s'est résolu aussi avec un break, une pause de 2 jours. Se dire, pendant 2 jours, voilà, de toute façon, je n'arrive plus à réfléchir. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à s'épuiser sur son ordinateur à première heure du jour, à la dernière, parce que ça n'améliorera rien. Et ensuite, aussi en discutant, j'ai réussi à dépasser ça et à remettre la machine en marche, et à me dire que oui, mon cerveau, il était faillible, mais que finalement, on pouvait quand même, malgré tout, arriver à quelque chose. Et puis petit à petit, ça a été reprendre confiance, accepter sur certaines choses, de pas arriver à ce qui aurait pu être, alors pas la perfection, mais au moins quelque chose de beaucoup plus abouti, pour laisser la place d'autres parties ou d'autres sous-parties qui, elles, le seraient davantage, parce que je reprenais pied aussi avec l'écriture. Donc ça a été le plus difficile. C'est vrai que la thèse, c'est une de longues et parfois pas très, très glorieuses découvertes personnelles, sur ses Oui. limites, sur ses petites complaisances avec ce que je dis toujours, moi, un chercheur, il a 3 pieds, il a un corpus, la critique, la théorie, il y a toujours un pied qui est un peu plus faible que l'autre, et c'est là qu'on le découvre quand on fait une thèse, et c'est... Voilà. Bon, mais l'HDR est là pour compléter, pour améliorer tout ça. En général, c'est le but de l'HDR, c'est de donner sa pleine mesure à ce premier travail. Même si on change de sujet, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Alors, est-ce qu'on peut en venir maintenant au jury qui composait les membres de votre jury? Qui étaient ces membres de jury? Oui. Donc, du coup, pour l'Université de Toulouse, donc forcément Modesta Soares et Catherine Eman. Donc, voilà, les deux membres du département de l'espagnol, toutes deux spécialistes du Pérou. Donc, c'est vrai que ça a été un bonheur aussi de pouvoir travailler avec elle, et avec Catherine Eman en particulier pour la soutenance, et après, parce qu'on a continué à mener quelques projets par la suite. Et ensuite, était donc la présidente de jury Marie-Madeleine Gladieux. Donc là aussi, spécialiste du Pérou, spécialiste de l'œuvre de Vargas Llosa. Donc là encore, une consécration, et en même temps source de grand stress, parce qu'il n'y avait que des spécialistes du Pérou à mon jury. Le 4e membre étant Roland Forgue, donc émérite à ce moment-là, mais qui a participé à la soutenance. Donc, je n'étais qu'avec des personnes tout à fait
spécialisée sur la région, sur la période et sur l'auteur. Finalement, Modesta était celle qui a le moins travaillé sur Vargas Llosa et qui était certainement, alors peut-être pas la plus critique, mais parmi les plus critiques par rapport à l'auteur. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que c'était la soutenance était assez impressionnante à ce titre-là parce que du coup, certes, j'étais celle qui connaissait le mieux ce sujet-là, celui sur lequel j'avais travaillé, mais de fait, j'étais avec des personnes, alors c'est toujours le cas dans une soutenance, mais plus encore à même de voir ce qui pouvait faire défaut ou ce qui, au contraire, pouvait être valorisé dans le travail. Oui, là, vous avez eu la chance d'avoir de vrais interlocuteurs. Parfois, les gens sont plus ou Oui. moins spécialistes. Là, ce n'est pas le cas. Alors, donc, quel souvenir est-ce que vous en gardez de cette toute soutenance? Alors, pas très bon de souvenir. Un grand stress, mais ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Premier stress parce qu'il y avait une grève à ce moment-là et que l'université du Mirail était bloquée. Donc, jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûre qu'on puisse accéder à la maison de la recherche pour que la soutenance ait lieu. Donc, les années se suivent et se ressemblent hein, parce que ça arrive toujours. Et ensuite, euh, finalement, un grand soulagement aussi parce que j'ai pu, par rapport aux mémoires de thèse en tant que telle, il y avait quelque chose de beaucoup plus intime dans la soutenance et dans mon texte de soutenance en particulier. Et donc, du coup, pouvoir parler d'une certaine façon et prendre position pour la première fois par rapport à un travail écrit, mais par rapport aussi à la justification d'un corpus, à la justification d'un auteur qui ne fait pas toujours consensus, malgré les membres de jury, permettait aussi Moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif. Et donc, du coup, ça permettait aussi de réinvestir le côté émotionnel et d'être, voilà, de ne pas être uniquement sur un objet, un produit intellectuel qui cherchait à l'être, mais vraiment donner aussi un caractère plus humain à, à ce chemin qui expliquait pourquoi j'étais là ce jour-là devant eux, en fait. Et ensuite, un peu stressant aussi, pas forcément un très bon souvenir parce que les critiques, lorsqu'on a sacrifié beaucoup de choses, même si on les entend, il faut quand même toujours les digérer. Donc, mais c'est vrai que ça a fait l'objet de discussions et de fait, ça a bien évidemment aussi amené ben, un travail par la suite de réflexion rétrospective sur mon travail, mais aussi prospective sur ce qui allait m'attendre. Alors, à part, en dehors du fait que vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez sur les œuvres de Vargas Llosa en cours, dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être façonnée par ce travail de thèse? Alors, le corpus sur lequel je travaille aujourd'hui est beaucoup plus large. Finalement, ce que j'ai mis en place dans la thèse et ce que j'ai gardé, c'est le rapport entre littérature et politique au sens large du terme, et entre littérature et écriture du trauma, écriture de la violence dans le contexte du conflit armé péruvien. Donc le fil conducteur, il est là, sachant que du coup, le corpus est élargi, puisqu'il y a toute une jeune génération, pour le coup, d'auteurs nés dans les années 75, donc qui étaient de jeunes enfants au moment de l'explosion de la violence armée Saint-Lumineux. Et donc, du coup, c'est des textes qui ont une autre approche, tout en continuant à faire exploser la violence et à la répercuter aussi dans leur écriture. Donc voilà, donc le lien, il est là.
Et puis, effectivement, de temps en temps, quand j'ai une nostalgie un peu tenace et des appels à communication qui me permettent de laisser transparaître cette nostalgie, je travaille sur des ouvrages, sur les derniers ouvrages de Vargas Llosa. Mais de fait, le centre le nœud de mon travail actuel, c'est la question littérature politique et littérature du trauma. Alors, est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont relu leur thèse ou de ceux qui précautionneusement la laissent au fin fond des catacombes pour ne pas plus la voir? Alors, j'ai dû la relire pour la publication, puisque donc j'ai publié il y a quelques années. Quelques années après la soutenance, parce que je pense qu'il fallait aussi couper complètement ce cordon-là pour passer à autre chose et l'oublier. Et justement, avoir aussi un regard plus critique au moment de la publication. Donc, je l'ai relu à ce moment-là pour savoir ce que je jetais et ce que je gardais. Mais je ne la lirai plus. Non, c'est fini. C'est un autre moi. Mais alors, je crois comprendre que ce passage de l'objet thèse à l'objet livre n'a pas été simple alors. Alors, ça n'a pas été simple parce que forcément, il fallait faire les presses universitaires, donc c'est publié au pur, ont un cahier des charges assez précis. Et donc, du coup, donc le directeur de l'époque m'avait dit, mais il ne peut pas y avoir plus de tant de pages parce que sinon, il faut que le prix sera tant et jamais on vendra un ouvrage à ce prix-là. Donc, c'était des raisons, c'est vraiment très, c'est la réalité du marché, hein, qui fait que du coup, il a fallu reprendre le travail qui ne pouvait pas, de toute façon, qui n'aurait pas été publié en l'état, bien évidemment, mais qui devait s'amputer d'un certain nombre de parties pour rentrer dans cette réalité du marché et avoir un nombre de pages décent pour que le prix n'excède pas les 18 €. Donc voilà, donc la relecture a permis du coup aussi de synthétiser un certain nombre de choses pour gagner en efficacité. Mais en fait, ma question, au-delà de ça, elle était un peu, comment dire, c'était pas perfide du tout, mais amusée parce que, en général, les gens qui parlent de leur thèse comme ça ont pris pas mal de recul à l'égard de ce qu'ils écrivaient quelques années avant. Donc, en fait, c'était pour savoir si, avec le recul, vous avez été amusé par la jeune chercheuse que vous étiez en train de lire, ou est-ce que vous continuez à trouver que c'était du solide? Je pense qu'il doit y avoir forcément les deux. Il y a des choses qu'on ne renie pas. Il y a des argumentaires finalement qu'on récupère d'une autre façon, mais qui ont servi de grille de lecture et qui nous aident, qu'on transpose à d'autres ouvrages. Et donc ceux-là, je ne les renie pas. Ensuite, effectivement, mais il y a aussi toute une partie oui, d'ingénuité aussi dans ce qu'on a pu écrire, où on a l'impression qu'on fait des découvertes absolument bouleversantes, alors qu'il n'en est rien. Mais je pense qu'on ne pourrait pas non plus travailler en tant que chercheur si à un moment ou à un autre, on n'avait pas aussi cette ingénuité de se dire que ce qu'on fait a du sens pour d'autres que pour nous, en fait. Bon, je suppose que comme tous les gens qui ont travaillé sur des auteurs très connus et qui ont été très travaillés, quand vous avez dit ou à votre future directrice de thèse ou à l'extérieur que vous travaillez sur Vargas Llosa, on vous a dit quoi, encore une thèse sur Vargas Llosa? Et qu'est-ce que vous diriez à de jeunes chercheurs qui ont envie de se lancer dans une thèse sur ces grands monuments de la littérature latino-américaine sur lesquels supposément il n'y a plus rien à dire? Ils s'entêtent ou ils renoncent et qu'est-ce qu'ils font?
Je ne crois pas qu'on puisse renoncer euh, parce que, parce que la thèse, on la porte. Elle est en gestation pendant trop de temps pour passer à un sujet par défaut, en fait, ou à un auteur par défaut. Et donc, à la limite, effectivement, peut-être avoir une autre approche et se dire que on peut mettre en résonance différents auteurs pour que ce soit plus original ou pour que on ne soit pas uniquement sur des terrains connus. Mais non, je ne pense pas qu'on puisse renoncer à travailler. Enfin, ça continue à faire sens. On lit différemment. Il y a la critique théorique aussi continue à être écrite et donc apporte aussi un autre point de vue sur des textes classiques ou sur des auteurs qui le deviennent. Et donc non, je pense pas je pense pas qu'on puisse renoncer. Alors, en dehors de se trouver des bonnes copines et des bons copains, quel conseil vous donnez à de jeunes doctorants? Pour appréhender le travail de thèse. Globalement, pour traverser cette espèce de long chemin qui façonne aussi la personne du doctorant, vous leur diriez quoi? De, de s'écouter d'une certaine façon aussi, parce que effectivement, quand on est seul quand on fait la recherche, même si on appartient à une équipe ou un laboratoire de recherche, il y a quand même cette réalité-là qui fait qu'on avance quand même tout seul la plupart du temps. Mais que, alors sans pour autant que ce soit des personnes enfin, proches, savoir dire que ça ne va pas. Savoir dire qu'on rencontre des difficultés. Le directeur est là pour ça, il est là pour les entendre et pour servir aussi de relais. Et puis, il y a des écoles doctorales, il y a d'autres personnes qui connaissent les mêmes conditions et les mêmes difficultés. Et donc, du coup, je pense essayer aussi humblement d'accepter qu'on puisse être en souffrance et que les autres sont dans le même état d'esprit et connaissent la même réalité. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et ensuite, alors, en partant du principe que ce sont des doctorants qui travaillent sur de la littérature, ne jamais oublier non plus que ce sont des lecteurs et qu'effectivement, un travail de recherche nous amène à analyser, à interpréter, à mettre en résonance des textes entre eux, mais qu'il faut aussi qu'on garde le plaisir du texte et qu'on continue à avoir cette envie de revenir au texte parce que c'est ce qui a suscité au départ la volonté de travailler sur tel sujet, tel auteur, tel corpus, etc. Et qu'on l'oublie trop souvent au fur et à mesure des mois et des années. Mais je pense qu'il faut retrouver, soit en lisant d'autres ouvrages d'un même auteur, mais vraiment retrouver ce plaisir-là parce que je pense que notre capacité à analyser les textes, elle est aussi indirectement conditionnée par le plaisir qu'on prend à lire. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un commentaire? J'espère que ça ne fait pas partie de celle que vous reniez. Non, elle n'est pas de moi, donc du coup, j'aurais du mal à la renier. Alors, dans ces cas-là, s'il y a une citation en exergue, vous lirez aussi la première phrase qui est de vous, s'il vous plaît. D'accord. Recuerdo haber leído en las páginas iniciales de un libro de Merleau-Ponty que la violencia casi siempre era bella en imagen, es decir, en el arte,
y haber sentido cierta tranquilidad. Ça, c'est la première phrase de la citation qui est un petit peu plus longue. Et donc, du coup, la première phrase, l'impact de cette citation nous frappe de plein fouet et nous renseigne d'emblée sur la relation que Mario Vargas Llosa entretient avec la violence en littérature. Donc là, vous aviez établi d'entrée de jeu un dialogue avec l'auteur en vous mettant dans ces rails. Oui, bah, d'autant plus que j'avais eu une discussion avec Vargas Llosa là-dessus, sur cette déclaration. C'est une déclaration qu'on peut lire dans Flaubert, Madame Bovary, La Orgía Perpetua. Effectivement, la phrase de Merleau-Ponty, c'est « La violence n'est pas belle si ce n'est dans l'histoire écrite et dans l'art ». C'est extrait de Humanisme et terreur. Et c'est sur le problème communiste. Et effectivement, et en fait, c'est drôle parce qu'il y a eu une forme de mise en abîme, parce que la fascination qu'exprime Vargas Llosa et avoir été soulagé d'apprendre ça d'un grand penseur comme Merleau-Ponty, a aussi suscité une fascination sur moi, puisque du coup, en écho, et c'est aussi un des éléments qui a suscité le sujet de thèse. Ben oui, cette question-là de l'esthétisme, de la violence, je la trouvais particulièrement intéressante, et donc du coup, pour moi, il était logique de commencer de cette façon-là. Tout à l'heure, je vous ai demandé rétrospectivement quel était votre préféré, ou en tout cas celui que vous relisez avec plaisir. Vous entendre m'a donné envie de relire, alors je me mets le défi d'en relire un le week-end prochain. Lequel? Alors, ça dépend de combien de temps vous disposez dans votre week-end. Parce qu'il y a des textes plus ou moins lourds, plus ou moins courts. Disons quelque chose auquel je ne penserais pas. Alors, l'Ituma, ça, je connais par cœur. Je peux presque vous le réciter. Conversation en la cathédrale aussi. Donc, non, alors pas cela. Peut-être quelque chose auquel je ne penserais pas. Un petit machin isolé au milieu de nulle part et qui mérite que je replonge dedans. Il y a El Hablador, dont on n'a pas parlé. Effectivement, El Hablador sur cette ouverture, l'ouverture sur le monde d'une certaine façon, le syncrétisme et à nouveau ces écritures multiples qui vont se combiner avec du coup ce personnage, cet homme qui parle, pour reprendre le titre en français qu'a traduit Albert Bensoussan. Qui va du coup faire vivre la tradition orale Machigenga et le narrateur, figure d'autorité, là encore, qui lui va être sur une littérature écrite beaucoup plus affinée, mais qui va chercher aussi à pénétrer ce mystère de la tradition orale et de la cosmogonie amazonienne, en fait. Donc oui, peut-être Labrador. Eh bien, très bien. Je m'en fais un devoir pour ce week-end. Je vous remercie beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Au revoir.